Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle émission, le tout premier numéro qui vous est proposé cet après-midi. L'émission est dénommée tout simplement Lumière internationale, une émission qui va essayer de décortiquer et de décrypter l'actualité sociopolitique des organisations internationales. Vous êtes là et dorénavant, cette émission vous sera du jour en jour présentée tous les vendredis à 19h temps universel et à 14h heure de New York. Bienvenue et nous sommes là, vous y êtes. Nous allons essayer de commencer dans l'immédiat. Alors, l'ONU, quelle sorte d'organisation est-elle? Quel type d'actualité est-elle? Nous allons essayer de décortiquer ça tout de suite. Mais bien avant, la définition de l'ONU est déjà de l'actualité. Et c'est une organisation des Nations Unies qui est une organisation bien sûr du monde entier et est connectée à tout le monde entier pour essayer de régler les conflits, pour mener la paix dans le monde entier. Alors pour en débattre aujourd'hui, j'ai deux invités que je vais vous faire. Maintenant, bonsoir, comment est-ce que vous allez? Bonsoir, ça va. Et vous? Ah, ça va bien par la grâce. Vous êtes professeur, maître conférencier à l'Université de la Caroline du Nord en Amérique aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est le tout premier numéro de l'émission Lumière internationale. Vous y êtes, nous allons débattre tout de suite ce qui bloque exactement la paix dans le monde entier, que prône bien sûr l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. C'est pour ne pas se trop tarder. Marcel, vous êtes de retour? Je crois bien qu'il n'est pas encore de retour. Alors, professeur, vous êtes là? Allô, Oui, professeur? je suis là, je suis là. Oui, alors, l'ONU, Organisation des Nations Unies, prône souvent la paix dans le monde entier, mais cette paix semble être menacée par les grands politiciens du monde entier. Maintenant, la grande question est à savoir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui menace la paix que prône l'ONU pour que cette paix-là soit quand même planée dans le monde entier, dans les différentes nations du monde entier. Alors, d'abord, pour y arriver, qu'est-ce que c'est que la paix? Je voudrais avoir une petite portion de définition auprès de vous. Mais la paix c'est l'état d'être, que ce soit l'état d'être d'un État ou d'un individu. L'état d'être qui offre à un individu l'absence, n'est-ce pas, des contraintes qui peuvent être la violence, qui peuvent être dues à la guerre, qui peuvent être, c'est pas, l'oppression due à un régime totalitaire ou bien à des personnes, c'est pas, maléfiques. Ça peut aussi être dû au manque de quoi se nourrir matin, midi, soir. Tout ça là, lorsque l'homme n'est à l'abri de tout ça là, de la violence, de la guerre, l'homme mange à sa faim, il dort suffisamment, il n'a pas, c'est pas une oppression psychologique, il n'a pas une oppression physique. Et il est libre d'aller, venir où il veut, d'où il vient, et il est libre d'exprimer ses opinions sans s'inquiéter. Nous parlons en ce moment de la paix. Donc la paix, c'est un concept qui est tellement vaste. Et des fois, quand on définit la paix, les gens pensent que c'est seulement l'absence de la guerre. Non. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut considérer. On peut avoir absence de guerre quelque part, mais toujours vivre dans l'absence de la paix. Dans des pays où le citoyen n'est pas libre d'exprimer ses opinions, dans le pays où le citoyen n'est pas traité comme tous les autres, dans les pays où les opinions d'un citoyen peuvent l'envoyer en prison, être torturé, nous ne parlons pas de paix. Vous voyez, donc la paix, c'est un concept c'est pas, qui est vraiment inclusif.
Ce n'est pas un concept sectarien où on peut prendre un seul endroit, on dit il n'y a pas de guerre, donc c'est la paix. Non, 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 non. Donc il faut considérer tous ces aspects que je viens d'énumérer, psychologique, physique, psychique, biologique, et que c'est encore. Alors, professeur, merci pour cette portion de définition que vous donnez à la paix. Mais il est à savoir, bon, à votre ressemblance maintenant, est-ce qu'il y a réellement la paix dans le monde entier? Non, il n'y a pas de paix dans le monde entier. La paix dans le monde entier n'est que chimère. La paix, ce n'est pas... Il y a une paix apparente, mais au fond, le monde entier est envahi par plusieurs formes de violence. Il y a des violences physiques dues à la guerre, la violence causée par les balles ici et là. Il y a des violences psychologiques qui sont, c'est pas imposées à certains individus de notre planète par la volonté d'un autre groupe ou d'un individu ou d'un gouvernement qui veut, n'est-ce pas, les voir souffrir. Il y a la violence de la famine qui détruit des pays ou des communautés parce qu'ils ne trouvent pas à manger suffisamment. Il y a la violence des maladies, c'est pas le sida qui ravage le monde entier dans certaines régions du monde. Tout ça là, cela ne donne pas une preuve de paix. Donc, oui, mais oui. Comme je le dis, oui. Oui, professeur, selon vos propos, il y a la famine qui ruine déjà certaines nations, mais les leaders de ces nations-là déclarent souvent sur les grands médias que voilà, il y a la paix dans leur pays, qu'ils essaient de militer pour qu'il y ait au moins le minimum de paix. Donc, ça voudrait dire tout simplement que voilà, au moins, la population de cette nation ou bien de ces nations-là mange à leur faim au moins. Quand vous parlez de minimum de paix, on ne peut jamais, c'est pas parler de paix lorsque on vit la paix, on vit seulement une partie de la paix. La paix, c'est un état d'être qui doit être, qui doit être ressenti, qui doit être, ressenti en totalité. On ne peut pas dire que lorsque les gens trouvent un peu à manger, et que de l'autre côté, ils ne peuvent pas exprimer leur opinion, on ne peut pas parler de paix. Ou bien les gens peuvent exprimer leur opinion, mais de l'autre côté, ils vont dormir, c'est pas les ventres creux, on ne peut pas parler de paix. C'est un concept qu'il faut définir de façon globale. De façon, c'est pas, globale, c'est comme ça que moi je conçois la paix. Oui, alors, professeur, Oui. Oui. Ah bon. Non, oui. Moi maintenant, je... Ouais, lui, il ne travaille pas. Oui, non, il ne travaille, le micro ne travaille pas. Oui. Oui, professeur vient de donner quand même sa version. Marcel, vous êtes de retour? Oui, je suis là. Voilà, vous êtes activiste, membre actif bien sûr de l'Amnesty International. Aujourd'hui, l'ONU prône la paix dans le monde entier, mais il y a beaucoup de questions qui se posent autour de cette paix-là que prône l'ONU aujourd'hui. Alors, on se pose la question à savoir, qu'est-ce qui bloque la paix dans le monde entier, selon vous? Non, qu'est-ce qui peut bloquer? Oui, l'ONU, bien sûr, la définition elle est bonne. Là, on parle de la paix, oui. L'organisme bien installé pour la paix, pour régler les conflits. Ça, ce sont ceux qui dirigent ces organisations-là qu'il faut accuser. Quand certains viennent à l'ONU, c'est qu'ils viennent à l'ONU pour s'enrichir. C'est ce qui... Et quand tu les vois sur le terrain, c'est autre chose. Il y a des exemples que je peux donner, comme le Mali. Tout récemment, vous avez vu ce que font ces employés de l'ONU au Mali. Et c'est le bien-être. Ils ont tellement ignoré qu'ils sont venus pour la paix. Les gens sont venus, c'est pour les vendre d'armes. Non, mais l'ONU a essayé de faire tout possible pour essayer de faire asseoir au moins un conseil de sécurité qui doit militer pour cette paix dont prône l'ONU. Et à cause de ce conseil-là, il y a 5 pays permanents. Il y a la France, les États-Unis, la Russie,
la Grande-Bretagne et la Chine aujourd'hui qui doivent décider au sort du monde entier. Alors, vous voulez dire tout simplement que ces pays-là ne font pas bien leur travail? Non, la théorie, ce qui est écrit sur le papier, c'est bien, mais sur le fond, c'est ce que vous allez, c'est sur le terrain. On ne les voit pas sur le terrain, c'est autre chose qu'on voit sur le terrain. Bien sûr que ce sont des grands bailleurs de fonds. C'est pour cela qu'ils sont les grands donneurs, les premiers à dire oui ou non à l'ONU. Parce qu'ils mettent beaucoup d'argent. Et quand ils vont souvent, dans quel pays ils vont souvent intervenir? C'est souvent en Afrique où il y a les conflits. Oui, exactement. Oui, on ne peut pas dire que l'ONU n'est pas présent en Afrique. Hein. Bien sûr, les casques bleus sont un peu partout en Afrique. Par exemple, l'Afrique centrale, Centrafrique, la fois dernière, ils étaient tous présents. En Côte d'Ivoire, même chose. Et également d'autres pays de l'Afrique. Laisse-moi te dire que ça fait combien d'années ils sont en Centrafrique? Y a-t-il toujours la paix? Ça tire toujours en Centrafrique? Au Congo? Oui, bien sûr, mais ils sont en train de faire de leur mieux, n'est-ce pas? Écoutez, allez-y sur le terrain. Vous savez, j'avais suivi même une émission avec Gomez, qui était en direct. Les gens vraiment déplumaient l'ONU. Parce qu'ils ne font pas leur boulot. Les gens beaucoup viennent là-bas. C'est pour s'enrichir, c'est pour chercher la matière première, l'or, le cobalt. Il y a des véhicules qui ont été de l'ONU qui ont été arrêtés au Congo pour eux de cobalt. Où vont-ils ces cobalt? Même que les savons au Mali. Voilà, tout cela, c'est ça. Oui, merci Marcel Kodian, on revient tout de suite à vous. Alors, professeur, vous êtes déjà informé par l'histoire. L'ONU est née au décret, bien sûr, de la SDN, Société des Nations, qui poursuit même les mêmes objectifs que l'ONU aujourd'hui. Mais la Société des Nations a succombé et c'est à la veille. Et maintenant, le jour suivant, c'est la création de l'ONU aujourd'hui. Alors, les 5 pays permanents, à votre avis, jouent bien leur rôle? Oui, bon, merci beaucoup pour le rappel par rapport à la Société des Nations. Il faut rappeler au public que la Société des Nations est née à l'initiative de la conférence du traité de Versailles en 1919. Et donc, à l'initiative, lorsque la guerre était finie, après la signature du traité, les alliés, les forces alliées, dont l'Union soviétique, la Grande-Bretagne et la France, étaient convenus de mettre sur pied un organe qui pourra prévenir d'autres conflits. Un organe où désormais les États pouvaient venir discuter de leurs différends afin d'éviter des conflits armés. Et donc, après, n'est-ce pas, ce traité-là, cette initiative, officiellement le 10 janvier 1920, naissait la SDN, la Société des Nations. Et cette SDN n'a vécu que peut-être de 1920 à 1940, disons, ça fait à peine 20 ans. 20 ans, tout à fait. La SDN s'est montrée impuissante devant les velléités, c'est pas d'annexion ou d'expansionnisme de certaines puissances. Et donc, la SDN a vu, n'est-ce pas, sa disparition parce que la Deuxième Guerre mondiale n'a pas été évitée. Et donc, vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont constaté l'inefficacité de la SDN et ils l'ont dissoute. Et c'est comme ça qu'à sa dissolution, l'ONU devait naître. C'est ça. Pas un 19, c'est pas, comment appelle-t-on, en 1946, officiellement, disons. Non, en 1945 plutôt. 1945, oui. C'était le 24 octobre 1945. Alors, c'est pour vous dire que l'ONU aujourd'hui est déjà sur les traces de la SDN. Et officiellement ici, j'appelle à la dissolution de l'ONU au même moment, puisque l'ONU elle-même est la promotrice de la pagaille. Non, professeur. Les guerres que nous sommes en train de vivre, c'est les membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui sont en train de propager les guerres dans tout le monde entier. Ils ont créé, inventé le terrorisme qui sont en train d'imposer à certains États. Donc, alors, professeur. Oui.
Oui, professeur, bon, étant donné que l'ONU prône la paix, mais aujourd'hui, c'est la guerre qui est installée un peu partout dans le monde entier. Mais il y a quand même des échos, il y a quand même des rumeurs qui tournent de gauche à droite, que ces 5 pays permanents qui sont les grandes puissances du monde entier, qui doivent décider au sort du monde entier, sont en train de chercher leur profit. Mais nous n'avons pas de preuves palpables, professeur. Je vais vous donner des preuves. Nous, on ne parle pas pour parler. D'abord, je vais vous dire que les 5 membres du Conseil de sécurité sont les problèmes même. Je vais vous citer des exemples. À l'heure où nous vous parlons, en Chine, il y a des millions de Uyghurs. Parce qu'ils sont musulmans, ils sont arrêtés, torturés, envoyés dans des camps de concentration, torturés pour soi-disant leur rééduquer. Ça, c'est la violation de leurs droits et ça, c'est la violence. Il n'y a pas de paix dans la famille de ces gens-là. Ça, c'est un exemple numéro 1. À l'heure où nous allons vous parler de l'Union soviétique ou de la Russie, qui bombardait tous les pays, l'Azerbaïdjan et autres. À ce moment, et pour pouvoir leur imposer le diktat. En Ukraine, pas plus que 3-4 ans, l'Union soviétique, membre du Conseil de sécurité, a annexé la Crimée aux grandes dames de tout le monde. La France, au temps de Sarkozy, a tué, a assassiné Kadhafi. La France actuelle a créé le terrorisme au Burkina Faso, a créé le terrorisme au Niger, a créé le terrorisme au Nigeria, a créé le terrorisme au Mali. Tout ça là, tous ces membres siègent encore au Conseil de sécurité. Pourtant, ils sont les créateurs de la violence dans le monde entier. Comment se fait-il qu'une organisation qui prétend maintenir la paix garde en son sein des criminels comme ça pour continuer à propager le peuple dans les républiques? C'est pourquoi je demande la dissolution de l'ONU parce qu'elle n'a plus sa raison d'être. Alors, professeur, non, allons-y par la voie pacifique. Vous ne pouvez pas... J'ai dit dissoudre l'ONU pour apporter la paix dans le monde, c'est tout. Oui, professeur, mais vous ne pouvez pas appeler directement à leur dissolution. Il est vrai que bien, ces actes-là se font voir sur le terrain. Alors, on revient tout de suite à vous. Marcel, vous êtes toujours en direct avec nous? Oui, je suis en ligne. Alors, est-ce qu'on pourrait quand même aujourd'hui accuser les 5 pays permanents de n'avoir pas fait leur travail? Si oui, alors est-ce que le secrétaire général des Nations Unies est au courant quand même des actes posés par ces 5 pays permanents-là? Oui, bon, en sorte, on ne peut pas accuser les 5 membres permanents ou bien l'organe même de l'ONU. Mais ce sont ces collaborateurs, ceux qui travaillent avec eux. Les fonctionnaires, les grands fonctionnaires de l'ONU. Moi, j'accuse plutôt ces grands fonctionnaires qui activent la guerre. Oui, le plus grand fonctionnaire de l'ONU, le plus grand fonctionnaire de l'ONU, c'est le secrétaire général, Antonio Guterres. Ce sont eux, si ce n'est pas lui, c'est son voisin. C'est eux qui activent. Oui, on peut toutefois l'accuser, aujourd'hui. Avec quel mandat ils le font? Il faut se demander. Avec quel mandat ils le font. C'est quand ils activent maintenant la guerre qu'ils prennent un décret ou bien comment ils appellent une résolution. Pour arrêter le conflit, après avoir vendu les armes. Et savez-vous que parmi tous ces gens de l'ONU, ce sont des grands fabricants d'armes? Oui, bien sûr, on le sait. Ah oui, ils ont des... Et ce sont des grands argentiers. Ce sont des grands... Et vous les voyez dans des grosses voitures 4x4. Oui, monsieur Marcel. Oui. La grande question qui se pose aujourd'hui, est-ce que le secrétaire général de l'ONU, est-ce qu'il est au courant que voilà, les 5 pays permanents aujourd'hui jouent quand même en dessous et posent des actes barbaries? Il te dira qu'il n'est pas au courant, que lui il est dans son bureau, mais ceux qu'ils envoient sur le terrain, d'abord, ce sont des officiers déguisés en personnel, que vous ne savez pas. Ce sont des anciens officiers, des anciens chefs de guerre qu'on envoie sur le terrain, qui sont devenus des experts. Quand tu les vois, ils sont en civil, mais pourtant, ce sont des gens, ce sont des gens qui l'envoient comme s'ils travaillent avec eux. Des anciens qui ont travaillé dans l'armée, qu'on envoie sur le terrain. Ce sont eux. Parce qu'ils savent d'où on veut dire, vous allez là-bas, c'est pour s'enrichir. Apportez-nous le jus. Et on sait combien ils reviennent. Mais où est-ce qu'ils trouvent de l'argent? Demandez-vous. Comment est-ce que ces gens de fonctionnaires de nations sont payés?
Non, mais il y a quand même un conseil de sécurité. Il y a également les membres contributeurs financiers qui sont là pour essayer de donner quand même. Hein. Il y a des dons qui viennent de gauche à droite pour l'ONU. Oui. Écoutez, ils font sortir des grosses sommes d'argent et en retour, il y a des trésors qui arrivent dans leur confort. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ce sont des échanges. Ils mettent de alors, oui, monsieur Marcel, vous voulez me dire tout simplement que voilà, ces contributions, ces dons qui viennent là, alors l'ONU ne le pratique pas palpablement sur le terrain? Pourquoi ils n'aillent pas dans les pays pauvres, comme chez moi au Togo, où il y avait des conflits, ils ne sont jamais arrivés? Parce qu'ils n'ont rien à gagner. Pourquoi ils sont installés au Mali? Pourquoi ils sont au Congo, là où il y a le combat? Pourquoi ils sont, comment l'appelle-t-on, en Centrafrique, où il y a l'or? Voilà, c'est ce que vous devez savoir. C'est là les pays où il y a des minerais, des grosses gisements, c'est là où ils sont souvent installés. Et non, voilà, aujourd'hui même, vous savez que les Congolais ne veulent même plus d'eux. Mais ils refusent de partir. En temps, ils étaient en conflit avec l'ancien président Kabila, qui ne voulait même plus d'eux. Mais ils se sont imposés. Ils ont activé, ils ont trouvé, ils l'ont écarté. Bien sûr qu'il est dictateur. Moi, je ne l'ai pas apprécié sous son truc-là. Mais on a mis un autre là, un Béni oui. Là, ils vont s'enrichir. Ils en ont encore pour 5 ans, 10 ans. Pour se mettre encore dans la poche. Voilà le système des Nations Unies. Tous ces organismes qu'on envoie, le ACR, le PNUD, la FAO, les étoiles FIDA, tout cela, ce sont des milliardaires. Tous ceux qui sont là-bas, les secrétaires généraux sont des milliardaires. Alors, merci Marcel, on revient également à vous, puisqu'on a au moins 20 minutes pour pouvoir débattre encore de ce sujet. Alors, professeur, est-ce qu'aujourd'hui, on peut toutefois, après les accusations qu'on porte bien sûr aux 5 pays permanents et également aux leaders bien sûr de l'Organisation des Nations Unies aujourd'hui, est-ce qu'on peut toutefois essayer de faire sortir quand même une approche de solution? Si oui, à travers quels moyens? Approche de solution, pourquoi? Pour quel problème? Préciser, puisque nous avons... Oui, aujourd'hui, pour essayer de pallier maintenant, étant donné que voilà, le problème est diagnostiqué, nous avons également les 5 pays permanents qui aujourd'hui cherchent à rembourser leur poche et à avoir leur profit personnel. Normalement, ça ne devait pas être le cas. Et je précise bien aujourd'hui que peut-être que voilà, le premier leader, le numéro 1 de l'ONU, n'est pas informé de ces actes-là qui se posent de gauche à droite. Voilà, donc si on va essayer de réfléchir à apporter quand même une solution d'approche, qu'est-ce qu'on peut quand même faire sortir? Je vais vous dire que d'abord, la condition qu'il faut remplir pour être secrétaire général de l'ONU, c'est qu'il faut avoir le soutien de ces 5 membres permanents du Conseil de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a déjà le verre dans le fruit pour commencer. Donc, cet individu qui a eu le soutien de ces gens-là, mais s'il vous plaît, vous ne pouvez pas utiliser l'arme du maître pour l'abattre. Ce n'est pas possible. Donc, même si le secrétaire général de l'ONU sait que ces gens-là agissent mal, il ne peut pas. Le jour où il le fera, la France, il le fera contre la France ou la Chine, c'est un veto qu'on pose et puis on le renvoie de là. Même quand notre grand frère Kofi Annan était la paix à son âme, il avait envie de faire pour aider les pays africains. Qu'est-ce que Kofi Annan a pu faire pour l'Afrique? Les dictateurs sont restés en Afrique. Tout le monde avait eu espoir qu'avec Kofi Annan, il va œuvrer pour qu'au moins une démocratie vraie s'installe. C'est au moment de Kofi Annan que les dictatures de père en fils se sont renforcées. Malheureusement, il a voulu mieux faire, mais il avait les mains liées. Il était devenu comme un chien de garde sans dents. C'était comme ça. Oui, professeur, est-ce que vous... La métaphore, oui. Oui, professeur, est-ce que vous pensez que à la cessation, bien sûr, de la dictature de père en fils ou autre, là, c'est-à-dire quand on veut mourir au pouvoir, le moment où ça va s'arrêter, alors là, la paix va s'asseoir avec sa source? Mais la paix, c'est quoi? La paix, comme on l'a dit, nous l'avons déjà définie. À partir du moment où ceux-là qui sont obstacles à la réalisation de ces besoins de l'homme, pour qu'il puisse réaliser sa paix,
sa paix personnelle, sa paix psychique, sa paix psychologique, sa paix physique. À partir du moment où on arrive à se débarrasser de ces obstacles-là, c'est que l'homme va vivre en paix. Et donc, la fin des dictatures, puisque la dictature, c'est un pouvoir qui soumet sa victime à une, à une maltraitance permanente, à une oppression permanente. Oui. Alors, lorsqu'on arrivera à se débarrasser de ces gens-là, l'oppression permanente va cesser, la maltraitance permanente va cesser, et c'est là où l'homme va se redécouvrir. Parce que l'homme est né libre, et donc il est né dans la paix. Mais c'est l'homme qui l'a servi et qui prend par force cette paix-là dans laquelle il est né, et il le transforme en un homme qui vit en constante, peur, dans l'inquiétude, dans l'angoisse. On peut même parler de façon biologique que c'est tout ça qui est la cause de différentes maladies que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, allez dans des pays où les gens sont soumis à la dictature. Il y a la haute tension, la tension artérielle que les gens, dont les gens souffrent là-bas. Il y a beaucoup de maladies comme le diabète et tout. Tout ça vient de d'où? Ça vient du fait que le mental n'est pas tranquille. Ça vient du fait que les gens sont stressés. Ils sont professeur, ces maladies-là est en train d'être, ces problèmes de maladie sont en train d'être palliés par OMS. Donc, raison pour laquelle cette branche, bien sûr, de l'ONU est née. Et ce n'est pas une affaire médicale seule. Ces maladies de pression, de tension, tout ça là, ça part de l'inquiétude même de l'individu qui n'a pas une santé mentale. Parce qu'il est inquiet, il n'a pas de quoi manger. Il est inquiet parce qu'il n'a pas de quoi amener l'enfant à l'hôpital. Tout ça là sont les raisons les plus, disons, les plus palpables, je peux dire, des maladies dont nous souffrons aujourd'hui. Ce n'est pas que des trucs biologiques, non. Ça part d'abord de la psychologie de l'homme et après une défaillance, une réorganisation, n'est-ce pas, des atomes qui constituent l'homme et ça cause des maladies. Mais il ne faut pas oublier l'aspect psychologique qui est fondamental. Et il faut regarder des pays où les gens ne sont pas libres, ils ont de ces maladies bizarres parce qu'ils sont stressés à mort. Oui. Oui, alors professeur, donc si en vous comprenant bien, c'est ces 5 pays permanents qui deviennent alors l'obstacle fondamental de la paix que prône l'ONU, n'est-ce pas? Ils sont des obstacles, c'est pourquoi j'en appelais à la dissolution de l'ONU, puisque nous ne pouvons pas changer ces gens-là à l'heure où nous sommes. Ils ont le droit, ils ont eu ce droit-là, et ce droit est permanent. Maintenant, comment faire pour que le problème soit résolu? Donc, il faut dissoudre l'organisation et ils seront dissous avec l'organisation et on pourra penser à une organisation plus crédible, une organisation plus juste, une organisation à même, n'est-ce pas, de tenir compte des souffrances du monde entier. Regarde ce qu'ils ont semé en Libye. La Libye ne pourra plus jamais se retrouver. Jamais. Oui. Alors, bien, merci. Marcel, bien, en fait, professeur Issifou appelle à la dissolution, bien sûr, de l'ONU. Alors, pour s'en sortir, pour qu'on ait quand même une solution d'approche, que proposez-vous? Non, moi, je dirais qu'il ne faut pas dissoudre l'ONU. Soit on doit revoir les résolutions de 1957-47, là, parce que nous allons, maintenant, le monde change. Nous sommes au XXIe siècle. Oui. Ces anciennes résolutions, j'aurais suivi un débat tout à l'heure, quand le professeur Ajavan disait que oui, l'ONU ne peut pas intervenir dans les pays où il n'y a pas la démocratie, que c'est en cas de conflit. Là, je dis non, il faut que l'ONU revoie sa copie. Des pays où les gens font 2 mandats, 3 mandats, ne veulent plus partir, comme le cas de la Guinée aujourd'hui. L'ONU doit intervenir pour dire non, ce n'est pas ce qui a été dit. L'ONU doit revoir ses résolutions, ses copies, revoir et faire des pressions. Parce que les gens disent oui, il faut aller voir la France, il faut aller voir les États-Unis, il faut avoir... Non. Ils doivent faire que c'est le devoir maintenant de l'ONU de le faire parce qu'ils ont tous ces organes-là. Oui, Marcel, oui. À l'ONU, il y a 5 pays permanents.
Et ces 5 pays permanents-là, ce sont qui décident au sort de chaque pays. Même s'il y a quand même des troubles dans un pays actuellement, si l'ONU doit intervenir, alors c'est à travers la décision. Ces 5 permanents-là, c'est un cercle vicieux. C'est qu'ils envoient des gens sur le terrain et les gens reviennent avec des trésors dont ils ne peuvent rien dire. Finalement, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils sont les 5 trucs permanents, mais ce n'est pas eux qui décident, c'est le secrétaire général. Et le secrétaire général aussi est soumis. Il n'a pas peut-être des décisions à prendre. Oui, il est soumis quand même au sort des 5 pays permanents. Pardon? Il est soumis à la décision des 5 pays permanents. Oui, il est soumis, mais tu sais, c'est ce que je dis, c'est un cercle vicieux. Tu vois, tu te tais, tu ne dis rien. Laisse-nous faire. Pour 10 ans, 5 ans, quand on va se remplir les poches, on va remplir nos trésors, nos coffres forts, là, on va laisser, on va lâcher. Laisse-les s'entretuer pour le moment. Qui sont ces fournisseurs d'armes? C'est ce qu'il faut savoir. Où ces canons-là qui viennent, ces armes sophistiquées que les rebelles au Mali aujourd'hui ont là, on nous parle des armes sophistiquées. Où est-ce qu'ils reçoivent ces armes-là? C'est ce qu'il faut savoir. Qui leur vend ces armes? Alors, que pensez-vous faire maintenant? Que pensez-vous qu'on peut essayer de faire? Il faut revoir la conduite de l'ONU. L'ONU, il faut revoir, il faut prendre des nouvelles résolutions. Il faut revoir, il faut mettre à table toutes ces anciennes résolutions. Il faut revoir le statut de l'ONU. Parce qu'il y a des choses là, vers l'ONU, la francophonie, les grandes institutions. Il faut revoir, même chez nous là, CEDEAO, tous ces organismes-là, il faut revoir. Il faut revoir leur statut. Oui, oui, ok, merci. Alors, professeur, en Afrique, on sent beaucoup plus d'assassinats, beaucoup plus de complots montés contre certains dirigeants qui aimeraient pratiquer, bien sûr, la démocratie. Alors, 5 pays permanents, ces 5 pays permanents de l'ONU, l'Afrique ne se représente pas du tout. Que pensez-vous? Oui, mais qu'est-ce que vous voulez, comment voulez-vous que l'Afrique soit représentée? Ils se sont retrouvés là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale? Sur les soi-disant gagnants de la guerre. Ce sont eux qui se sont partagés la part, le butin. Et donc, c'est un butin de guerre qui se sont partagés en essayant de devenir les gendarmes de ce monde. Et en même temps, tout en sachant qu'ils feront tout pour s'enrichir, ils feront tout pour, je ne sais pas, brutaliser les petits pays autour. C'est ça, au fait, le problème. Donc, le problème de l'ONU, comme moi je le dis, moi j'avais commencé par appeler à la dissolution de l'ONU il y a déjà 10 ans à cause de leur comportement. Et donc, aujourd'hui, comme Marcel le propose, il faut réformer ceci, il faut revoir ceci. Qui va le faire? C'est ça, oui, c'est la grande question. Qui peut proposer la résolution? Mais si un des membres permanents du Conseil de sécurité pose son veto, rien ne va se passer. C'est pourquoi, pour résoudre ce problème, chassez-les, il faut les renvoyer tous et nous allons passer à un nouvel ordre mondial. Sinon, à leur présence, rien ne va se passer. C'est comme au Togo. Vous demandez que les réformes soient faites pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir faire en sorte que quelqu'un qui a fait 3 mandats ne se représente pas. Mais lui, il va vous proposer les réformes qu'il arrange. C'est ce que les gens vont faire. Ils vont faire la même chose. Oui. Donc, c'est pourquoi je dis, la solution, c'est de balayer sur tout ce monde-là et de mettre sur pied une organisation plus inclusive. Là, l'Afrique aura son mot à dire. Parce que l'avenir du monde entier, l'avenir de la planète Terre se trouve en Afrique. C'est pourquoi d'ailleurs, vous voyez ces présidents marionnettes africains-là, les 54, ils sont à tous les rendez-vous. Sommet France-Afrique, sommet Europe-Afrique, sommet Japon-Afrique, sommet Chine-Afrique. Hier, c'est sommet Russe-Afrique. Russie-Afrique, qui se déroule actuellement. Qu'est-ce que c'est que cette bagarre? Donc, l'Afrique est importante. Mais il faut que l'ONU ne soit plus pour que l'Afrique puisse rejoindre l'espace concert des nations où elle aura son mot à dire. Parce que nous n'allons plus désormais rester à Soweto face à Johannesburg. Jamais.